Bonjour à tous! 3 fois par semaine, plongez avec moi dans l'univers sombre des crimes qui ont secoué le monde entier. De disparitions mystérieuses aux meurtres les plus effroyables, nous explorerons ensemble l'injustice, l'impunité, la corruption et les jugements les plus implacables qui ont marqué ces affaires. Avant de plonger dans ce récit captivant, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune notification. N'oubliez pas de laisser un like, cela m'aidera énormément à continuer à vous proposer du contenu. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans chaque détail de cette affaire criminelle. Fernando Federico Reyes est né en 1983 dans le petit village de Pampa Blanca, au cœur du département d'El Carmen, dans la province reculée de Jujuy, au nord-est de l'Argentine, le dernier d'une fratrie de 5 enfants. Son père, Orlando Reyes, était une figure respectée du coin. Quant à son frère aîné, il s'appelait Diego, un détail anodin, mais c'est souvent dans les familles que s'écrivent les premières lignes des drames à venir. Sur son enfance et son adolescence, presque rien. Le silence. Comme si Fernando avait déjà, très tôt, choisi de rester en retrait. Et les rares personnes qui l'ont côtoyé plus tard le décrivaient toutes de la même manière, un homme calme. Trop calme peut-être. En 2008, tout a basculé. Fernando, qui venait tout juste de franchir la vingtaine, a rencontré Dana Estrella Belén Martinez. Elle n'avait que 14 ans. Oui, 14, une différence d'âge qui, aujourd'hui, choque. Mais dans leur petit village, les choses n'étaient pas perçues de la même façon. Très vite, malgré ce gouffre générationnel, ils ont trouvé un langage commun. Dana, née en 1994, dans ce même coin perdu, connaissait déjà la famille Reyes de près. Elle respirait la joie de vivre, toujours souriante, débordante d'énergie, un soleil ambulant. On disait qu'elle avait ce don étrange de transmettre son optimisme comme une épidémie, mais une épidémie qui pour une fois faisait du bien. Elle aimait sortir, danser, profiter de la vie nocturne. Et évidemment, les fêtes faisaient partie de son univers. Son amitié avec Fernando s'est vite transformée en une relation plus sérieuse. Trop sérieuse, si bien qu'ils ont commencé à vivre ensemble. Dana s'est intégrée dans la petite municipalité de Pampa Blanca. Lui, Fernando, gagnait sa vie derrière un volant de taxi. Un quotidien modeste, mais stable. En 2014, leur premier enfant est venu au monde. 3 ans plus tard, en 2017, un deuxième bébé a complété la famille. Leurs prénoms n'ont jamais été divulgués, par sécurité. Un détail qui en dit long sur ce que l'avenir leur réservait. Puis, en 2018, un nouveau tournant. Fernando et Dana ont quitté leurs emplois, emballé leurs affaires et pris la route. Destination, hors de leur province, à la recherche d'opportunités. Peut-être un nouvel espoir, ou le début d'une descente vers l'inévitable. Ils n'ont rien dit à personne, pas un mot, même pas à leurs propres parents. Un matin, Fernando et Dana ont simplement pris leurs enfants, rassemblé leurs maigres affaires et disparu. Quand la famille s'est rendue compte de leur absence, il était déjà trop tard. Le couple avait parcouru plus de 700 kilomètres pour poser ses valises dans la province de La Rioja. Là-bas, Fernando a trouvé du travail comme cueilleur de noix de pécan. Pas le métier le plus glamour, mais le labeur finit par payer.
À force de sueur et d'efforts, il a commencé à ramener un revenu décent. Et pour la première fois depuis longtemps, la situation financière de la famille s'est améliorée. 1 an et demi. C'est le temps qu'il a fallu avant que Fernando et Dana daignent recontacter leurs proches. Ils ont alors donné des nouvelles, expliqué leur nouveau départ, vanté leur progrès. Et surtout, ils ont juré que tout allait bien. L'image parfaite du petit couple qui s'en sort. Trop parfaite pour être vraie, peut-être. Car derrière ces belles paroles se cachait une toute autre réalité. Fernando, souvent, appelait sa mère. Il lui demandait conseil, cherchait son soutien, surtout quand les disputes avec Dana prenaient des proportions inquiétantes. Officiellement, il parlait encore de bonheur conjugal, de stabilité retrouvée, mais en coulisses, les fissures apparaissaient déjà. Au début de leur histoire, Fernando et Dana changeaient sans cesse d'emploi, une instabilité qui a fini par exploser leur budget. Résultat, expulsion pure et simple de leur logement à La Rioja. Mais le couple ne s'est pas laissé abattre. Ils ont repris la route et trouvé refuge à la Ciénaga, dans le département de Belén. Un village minuscule, à peine 50 âmes, perdu au milieu des collines arides. Fernando et Dana y ont loué une petite maison appartenant à un certain José Cruz, une bâtisse modeste, mais suffisante pour abriter leur famille. Très vite, les voisins ont compris que les Reyes n'avaient rien, ou presque. Leur pauvreté sautait aux yeux. Et pourtant, dans ce hameau où personne n'était vraiment riche, la solidarité a parlé. Les habitants se sont cotisés pour offrir aux nouveaux arrivants quelques vêtements, des chaussures, un peu de nourriture, une générosité touchante, presque naïve, quand on sait ce qui allait suivre. Fernando et Dana n'ont jamais oublié la générosité des habitants de la Ciénaga. Ils leur étaient profondément reconnaissants. Dans ce petit cercle, ils se sont rapprochés de quelques personnes, notamment Meira del Valle Villagra et Simone Alcide. Une amitié sincère semblait naître. Fernando, lui, avait aussi commencé à passer beaucoup de temps avec un certain Rossi. On les voyait souvent ensemble, à boire quelques verres, à discuter longuement, parfois un peu trop longuement. Mais pendant que Fernando cherchait des échappatoires à l'extérieur, à l'intérieur de la maison, le climat se dégradait. Entre lui et Dana, la relation s'est lentement effritée, puis carrément effondrée. Les voisins, dans un si petit village, n'ont rien manqué du spectacle. Les disputes étaient devenues quasi quotidiennes. Les cris franchissaient les murs minces de leur modeste demeure, et tout le monde savait qu'entre Fernando et Dana, la paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Finalement, ils ont pris une décision, se séparer. Mais voilà, il y avait les enfants, et Fernando n'imaginait pas vivre loin d'eux. Alors, au lieu de rompre vraiment, ils ont continué à partager le même toit, un arrangement bancal, explosif, qui ressemblait plus à une bombe à retardement qu'à une solution. Avec le temps, Dana a commencé à user d'une arme redoutable, la menace. Elle aurait prévenu Fernando que si jamais il osait la quitter, elle irait directement voir la police et l'accuserait de violence. Rien que ça. Une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, qui a transformé leur vie commune en un enfer quotidien. Comme si l'amour, une fois éteint, s'était transformé en piège cruel, sans échappatoire. Comme souvent, Fernando a pris son téléphone pour appeler ses proches, restés à Rouroui. Sa voix était lourde, épuisée. Il leur a confié ses difficultés, parlé des menaces de Dana et de ce désir
qui lui rongeait l'esprit. Divorcer. Mais de l'autre côté du fil, ses parents, inquiets, restaient impuissants. Que pouvaient-ils faire, eux qui étaient à des centaines de kilomètres? Rien, sinon écouter et s'angoisser un peu plus. Et pendant que Fernando cherchait du soutien dans les confidences, Dana, elle, ne restait pas immobile. Loin de là, elle s'était déjà tournée vers un autre homme. Et pas n'importe qui, Simon Alcide, 27 ans, un visage familier de Fernando. L'humiliation ultime. Tous les week-ends, on les voyait sortir ensemble, danser, s'afficher sans gêne. Parfois même en compagnie de l'ex-petite amie de Simon, Mayra, qui, ironie du sort, venait elle aussi avec son nouveau partenaire. Une sorte de quatuor étrange, presque grotesque, comme une mauvaise comédie. Sauf que, pour Fernando, ce n'était pas drôle du tout. Ce comportement provocateur de Dana n'a évidemment fait qu'attiser encore plus le feu déjà brûlant dans leur foyer. Les disputes s'intensifiaient, les regards devenaient plus lourds, les menaces plus tranchantes. Et puis, un nouvel épisode est venu se greffer à ce climat délétère. À la fin du mois de novembre 2022, Rossi, le propriétaire de la maison que Fernando et Dana louaient, lui a proposé de participer à une célébration religieuse, la fête de la Vierge del Val de Catamarca. Une tradition populaire prévue du dimanche 4 décembre jusqu'au jeudi 8, une parenthèse festive en apparence innocente. Mais dans un contexte pareil, on pouvait presque sentir que cette invitation allait jouer un rôle décisif dans l'histoire. Fernando, enthousiaste, avait accepté l'invitation. Enfin, un moment festif, une échappatoire aux tensions qui dévoraient son quotidien. Cette nuit-là, du samedi au dimanche 3 décembre, le club Son Rochi vibrait au rythme des musiques et des danses. Une ambiance joyeuse en façade, mais derrière, les rancunes couvaient. Dana était venue, évidemment, mais pas seule. À son bras, Simon. Et, comme si la provocation n'était pas suffisante, Mayra, l'ex de Simon, les accompagnait aussi. Toute une troupe. Quand Fernando les a croisés, il n'a pas fallu longtemps pour que l'inévitable éclate. Une dispute. Une de plus. Mais cette fois, le ton est monté très vite. Les cris ont déchiré la nuit. Les voisins, témoins malgré eux, ont observé la scène, sans intervenir. Ici, chacun savait que s'immiscer dans les querelles d'autrui, c'était risquer d'y laisser des plumes. Alors, ils ont regardé, en silence. Fernando, les cheveux en bataille, le visage crispé par la colère, a fini par tourner les talons. Il s'est éloigné, quittant le club, marchant dans la nuit vers un champ voisin, juste à côté de la route. Peut-être voulait-il s'apaiser, peut-être pensait-il trouver un peu de répit, mais au lieu de cela, il est tombé droit dans un guet-apens. Dans ce coin isolé, Dana, Simon et Mayra l'ont suivi, et soudain, l'horreur. Ils se sont jetés sur lui. Fernando a reçu au moins 2 coups violents à la tête avec un objet contondant. Le choc a été brutal. Son corps a vacillé, puis il s'est effondré. La mort a été presque instantanée. Mais le pire restait à venir. Comme pour effacer leurs traces, les agresseurs ont allumé un feu de camp. Et sans remords apparent, ils y ont jeté le corps de Fernando, comme on se débarrasse d'un objet encombrant. Le feu a dévoré la chair, avalé les preuves. La scène aurait pu passer inaperçue.
sauf qu'un habitant du village a bel et bien vu les flammes qui s'élevaient dans le champ cette nuit-là. Un détail troublant, mais il n'a pas jugé utile de s'en mêler. Après tout, un feu dans la nuit? Rien de bien alarmant. L'indifférence, parfois, tue 2 fois. Très vite, les criminels se sont rendus compte d'une chose glaçante. Le feu ne suffisait pas. Les flammes dévoraient, oui, mais pas assez pour faire disparaître le corps de Fernando. Son cadavre, carbonisé par endroits, restait reconnaissable. Et là, le trio a pris une décision sordide. Ils ont fourré les restes de leurs victimes dans de vulgaires sacs poubelles. Puis, sous le voile de la nuit, ils ont transporté ce fardeau jusqu'aux rives de la rivière Bélène. Là, ils ont creusé 2 fosses, une pour chaque sac, une double tombe improvisée, un enterrement indigne, précipité pour effacer un crime. Et le plus terrifiant, une fois leur besogne accomplie, Dana, Meira et Simon sont retournés à la fête, comme si de rien n'était. Ils ont ri, ils ont dansé, ils ont attendu l'aube, noyant dans la musique et l'alcool le souvenir encore brûlant de ce qu'ils venaient de commettre. Aucune trace de remords, juste une mascarade grotesque. Pendant ce temps, l'absence de Fernando commençait déjà à se remarquer. Le dimanche 4 décembre, José, le propriétaire de la maison et ami de Fernando, attendait impatiemment son invité. Ils devaient célébrer ensemble la fête de la Vierge del Valle de Catamarca, comme convenu. Mais les heures passaient et Fernando n'arrivait pas. L'inquiétude a grandi. José a fini par appeler Dana, cherchant des explications, et sa réponse, froide, est tombée comme un coup péré. Fernando est parti à Rouroui rendre visite à sa famille. José a raccroché, perplexe, confus. Quelque chose sonnait faux, très faux. Mais il ne savait pas encore qu'il venait, à cet instant précis, d'entendre le premier mensonge d'une longue série. José n'arrivait pas à comprendre. Pourquoi son ami aurait-il quitté le village sans même le prévenir? Plus les jours passaient, plus son inquiétude grandissait. Fernando ne répondait pas aux appels, ne donnait aucun signe de vie. Le silence, pesant, inquiétant, ressemblait à un mauvais présage. Alors, José s'est de nouveau tourné vers Dana. Il voulait des explications claires. Mais au lieu de réponse, il n'a récolté qu'un nouveau mensonge. Cette fois, elle lui a raconté qu'elle et Fernando avaient décidé de se séparer. Sauf que rien ne collait. Fernando n'avait pas pris ses affaires, pas un vêtement, pas un objet personnel. Et surtout, il ignorait complètement les messages que son ami lui envoyait. Un comportement impossible à croire de sa part. Autour, les voisins commençaient eux aussi à remarquer quelque chose d'étrange. Dans cette maison, les disputes qui résonnaient presque chaque soir s'étaient soudainement tues. Plus un bruit, plus une voix masculine. Et personne, absolument personne, n'avait vu Fernando ces derniers jours. Puis, comme pour combler les trous de son récit, Dana a inventé une nouvelle version. Elle a assuré à José que Fernando était retourné dans la province de Rouroui, où il avait trouvé un emploi bien payé, similaire à celui qu'il avait occupé auparavant. Mais plus elle parlait, plus ses paroles devenaient confuses, ses réponses vagues, maladroites, presque ridicules. Ses contradictions s'empilaient comme des preuves. Et là, José a compris. Son intuition ne l'avait jamais trompé. Quelque chose de grave était arrivé. Les semaines ont passé, et les enfants, eux aussi, ont fini par remarquer l'absence insupportable de leur père. Innocents, ils se sont tournés vers leur mère, attendant une explication. Et Dana, glaciale, leur a lâché la vérité.
ou plutôt une version de celle-ci. Leur papa était mort, enterré près de la rivière. Déconcertés, incapables de comprendre tout ce qui se jouait, les enfants ont commencé à déposer des fleurs sur la rive, à l'endroit où leur père avait disparu. Un geste d'innocence poignante qui trahissait, sans le vouloir, un crime soigneusement dissimulé. Pendant ce temps, Rossé, déterminé à percer ce mystère, s'est tourné vers les voisins. Peut-être que quelqu'un avait vu quelque chose. Et effectivement, 2 résidentes ont témoigné. Elles avaient vu Dana et Fernando se disputer violemment ce soir-là, lors de la fête, le dernier soir où Fernando avait été aperçu vivant. Peu de temps après, un autre habitant du village a fini par parler. Lui aussi avait remarqué quelque chose d'étrange cette nuit-là. Un feu de camp, au beau milieu des champs. Mais il a avoué ne jamais en avoir parlé aux autorités. Une indifférence qui, rétrospectivement, pèse lourd, très lourd. Pendant ce temps, Dana continuait son théâtre macabre. Elle répétait inlassablement le même mensonge aux proches de Fernando. Il avait abandonné ses enfants. Il était parti, tout simplement. Comme si un père disparaissait du jour au lendemain, sans un mot, sans bagage, sans regard en arrière. Et pour couronner le tout, elle osait leur demander de l'argent, prétextant qu'il fallait bien financer l'éducation des petits. Cynisme pur, manipulation froide, et personne, à ce moment-là, ne pouvait imaginer l'horreur qui se cachait derrière son récit bancal. Car la vérité, la véritable vérité, restait enfouie, cachée dans la terre humide au bord de la rivière. Mi-avril 2023, des mois après la disparition de Fernando, Rossé n'en pouvait plus. L'incertitude le dévorait. Alors, il a décidé d'aller chercher lui-même des réponses. S'il était vraiment retourné à Rouroui, sa famille devait le savoir. C'est sur les réseaux sociaux qu'il a retrouvé Diego, le frère aîné de Fernando. Avec espoir, il lui a écrit un message sur son mur. Il y expliquait son inquiétude, sa volonté d'aider, sa détermination à découvrir la vérité si nécessaire. Mais la réponse n'a jamais vraiment existé. Diego a tout simplement ignoré l'appel à l'aide, puis, sans explication, a bloqué Rossé. Un silence brutal, incompréhensible, comme si même la famille avait décidé d'éteindre la lumière sur cette affaire, comme si, au milieu de ce brouillard de mensonges et de déni, Fernando avait disparu une seconde fois. L'échec n'a pas découragé Rossé, bien au contraire. Plus on lui fermait des portes, plus il s'acharnait. Comme obsédé, il cherchait encore et encore des réponses. Lorsqu'il a contacté la sœur de Fernando, il s'est heurté au même mur, l'incrédulité. Personne, même dans la propre famille, ne semblait vouloir croire à ses doutes. Puis, à la fin du mois d'avril, un bal a été organisé à Santa Maria, à 2 heures de route de la Ciénaga. Fernando et Dana figuraient officiellement sur la liste des invités. Pourtant, ce soir-là, elle est arrivée seule. Elle avait laissé ses enfants enfermés à clé à la maison. Un détail glaçant qui ne semblait pas la troubler. Dans la salle, les convives se sont rapidement inquiétés. Cela faisait déjà 5 mois qu'ils n'avaient plus vu Fernando. Et maintenant, même lors d'une fête où son nom figurait, il brillait par son absence. Les soupçons se faisaient de plus en plus lourds. Pendant ce temps, à la Ciénaga, Rossé a entendu des pleurs. Ils provenaient de la maison qu'occupaient Dana et Fernando. Propriétaire des lieux, il possédait un double des clés. Alors il est entré. Et ce qu'il a découvert l'a bouleversé. Les enfants, laissés seuls, enfermés comme des prisonniers. La petite fille, les yeux rougis,
répétaient mécaniquement les paroles apprises, ce que leur mère leur avait dit, comme un enregistrement. « Papa est mort, enterré près de la rivière ». Ces mots d'enfant, innocents mais terrifiants, ont été l'étincelle, la goutte de trop. Cette fois, José n'a plus hésité. Le 5 mai 2023, il a officiellement signalé la disparition de Fernando. Enfin, l'affaire a été confiée au bureau du procureur de la 3e juridiction. Et tout s'est accéléré. Une vaste opération de recherche a été déclenchée. Experts en homicide, médecins légistes, brigades venues spécialement de la capitale, tout un arsenal mobilisé pour retrouver Fernando Reyes. La première journée n'a rien donné, rien qu'un silence oppressant. Mais dès la 2e journée, l'horreur a refait surface. Des restes humains, des ossements découverts dans une zone ouverte. L'impensable devenait réalité. Fernando avait bel et bien été assassiné. Immédiatement, Dana a été conduite au poste pour être interrogée. Et quand les enquêteurs sont arrivés à son domicile, ils ont été accueillis par son fils aîné. Un enfant face à la justice. Un enfant qui, sans le savoir, portait déjà une partie de la vérité. Le fils de Fernando, comme sa petite sœur avant lui, a répété l'histoire apprise par cœur. Et c'est précisément ce qui a orienté les enquêteurs. Leur recherche devait se concentrer près de la rivière. Un détail d'enfant devenu une piste capitale. Pendant ce temps, Dana, assise face aux policiers, s'accrochait à son mensonge comme à une bouée. Elle répétait encore sa version. Fernando était parti. Direction Rourouille. Et cette fois, elle ajoutait un détail macabre, censé rendre son récit crédible. Son mari aurait quitté le foyer à cause de la mort de son frère Diego. Un coup de bluff grossier, mais la vérité n'a pas tardé à la rattraper. Les enquêteurs ont pris leur téléphone et contacté directement Diego, bien vivant, bien portant, et surtout très étonné d'apprendre qu'il était censé être mort. Voilà qui mettait un terme définitif au petit théâtre de Dana. Elle a été arrêtée. Le 7 mai, les équipes de police ont marqué un point précis dans la zone de recherche, guidées par le témoignage du fils de Fernando. Les fouilles ont commencé, méthodiques, méticuleuses. Et bientôt, la macabre découverte a eu lieu. Un sac en plastique noir abandonné dans la terre. À l'intérieur, des restes humains calcinés, d'une taille estimée entre 160 et 165 cm. L'état de décomposition ne laissait aucun doute. Quelqu'un avait voulu effacer toute trace. Les médecins légistes ont confirmé l'évidence. Ce n'étaient pas de simples débris, mais bel et bien des fragments humains. L'affaire, déjà sombre, prenait une tournure définitive. Le procureur général Alejandro Hernández Cortés s'est lui-même déplacé, accompagné d'une équipe de criminologues et d'enquêteurs spécialisés. Le dossier devenait prioritaire, explosif. Les restes ont été envoyés au laboratoire médico-légal pour identification formelle, et c'est ce moment qui a fissuré le masque de Dana. Confrontée à la perspective d'une perpétuité silencieuse, elle a fini par parler. Elle a avoué. Oui, Fernando avait été tué. Mais, comme souvent dans ce genre d'affaires, ses aveux étaient loin d'être un torrent de vérité. Durant près de 8 heures d'interrogatoire, sous l'œil attentif de la procureure Marina, Dana a tenté de se poser en victime. Elle a plaidé la légitime défense. Elle a affirmé que Fernando l'avait agressée. Une inversion des rôles presque caricaturale,
comme si elle espérait que la justice avale encore une de ses histoires. Selon Dana, tout n'aurait été qu'un accident. Elle aurait frappé Fernando, mais sans intention de le tuer. Une explication classique, presque attendue. Elle prétendait n'avoir pas mesuré la force de ses coups. Et quand elle a réalisé qu'elle avait ôté la vie à son compagnon, elle aurait paniqué. Alors, pour masquer sa faute, elle a décidé de détruire les preuves. Logique implacable, mais monstrueuse. Et dans sa panique, elle n'a pas hésité à entraîner les autres avec elle. Impitoyablement, elle a dénoncé ses complices, balançant les noms de Mayra et de Simon sans le moindre remords. Le matin du 8 mai 2023, au terme d'un interrogatoire interminable, la procureure a finalement posé les mots lourds, définitifs. Inculpation. Dana a été accusée de 3 chefs, meurtre avec une cruauté particulière en raison des liens familiaux, cruauté lors de l'exécution du crime et complicité de 2 personnes ou plus. 3 charges qui ne laissaient aucun doute sur la gravité de son geste. Elle a été placée en détention derrière les murs froids de la police. Quant à Mayra et Simon, leur sort n'était guère plus enviable. Eux aussi ont été inculpés pour meurtre avec cruauté aggravée et pour complot préalable, impliquant plusieurs personnes. En attendant leur confrontation avec la procureure Marina, ils ont été enfermés dans 2 commissariats différents. L'enquête s'est alors élargie. Les téléphones de tous les suspects ont été saisis, envoyés au laboratoire médico-légal. Chaque appel, chaque message, chaque photo, chaque vidéo, tout a été fouillé, disséqué. Et c'est souvent dans ces minuscules détails numériques que les masques tombent. Pendant ce temps, la famille de Fernando, déjà écrasée par la douleur, découvrait l'ampleur de la froideur de Dana. Son absence totale de remords les a profondément choqués. Mais leur calvaire ne s'arrêtait pas là. Ils ont dû entreprendre un voyage éprouvant jusqu'à Catamarca pour collaborer avec l'enquête. Là, en plus des formalités administratives, ils ont dû fournir leurs propres échantillons d'ADN, une étape nécessaire pour confirmer l'identité des restes retrouvés. Le 18 mai, Simon et Mayra, représentés par le même avocat, ont enfin comparu devant la procureure Marina. Et sans surprise, ils ont tout nié, catégoriquement. Pas un mot d'aveu, comme si le sang de Fernando n'avait jamais taché leurs mains. Initialement, le procès avait été fixé au 13 juin 2023, mais il a été repoussé, reporté encore une fois. Et pour l'instant, aucune nouvelle date n'a été communiquée. L'incertitude plane, comme un poids supplémentaire pour les proches de Fernando. Ces derniers n'ont qu'un seul espoir, que la justice finisse par prévaloir, que la vérité éclate en pleine lumière et que les responsables paient le prix de leur acte. Mais en attendant, il reste les séquelles. Car au milieu de ce drame, il y a des victimes silencieuses, les enfants. Ils devront désormais grandir sans père et sans mère. Et pire encore, avec cette vérité insoutenable, celle qui leur a donné la vie est aussi celle qui a détruit leur famille. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis. Alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.